mais vous êtes là, vous! Oh, le bruit de jambes! Bonjour! On se retrouve cette fois dans le premier épisode de la série sur mon parcours de stérilisation définitive. C'est la pire introduction, genre ça donne trop envie. Petit disclaimer de début de vidéo. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos dédiées à la stérilisation volontaire, donc la stérilisation par choix. Et aussi aux personnes child-free, celles qui ne veulent pas d'enfants par choix. Ça ne va pas concerner le sujet de la stérilisation subie pour des raisons médicales ou autres. Donc si ce sujet vous met mal à l'aise ou que vous y êtes particulièrement sensible, je vous invite à vous écouter et ne pas suivre cette série de vidéos. Par ailleurs, la stérilisation ne dispense pas de se protéger contre les infections sexuellement transmissibles. Dans cet épisode, je vais raconter comment j'ai trouvé et pris contact, ça veut rien dire mais t'as compris, avec le chirurgien gynécologue qui va m'opérer à la fin de mon projet. Mais avant ça, je vais raconter comment j'en suis arrivée à découvrir que l'hystérectomie ça existait. Parce que quand tu fais des recherches sur la stérilisation, en tout cas quand tu as un appareil reproducteur féminin disons, t'as des informations sur la ligature des trompes et toutes les opérations en fait qui concernent les trompes, mais rien en ce qui concerne l'hystérectomie, c'est juste pas dans les textes en fait finalement. Du coup forcément sur les sites comme celui de l'assurance maladie par exemple, on voit des opérations sur les trompes et moi on m'avait aussi déjà donné des informations sur les opérations sur les trompes, c'était ce que j'envisageais de faire plus tard. Mais en fait, en ce qui concerne l'hystérectomie à visée de contraception définitive en quelque sorte, on trouve rien du tout quand on fait des recherches. En tout cas, moi j'ai pas trouvé grand chose sur les sites français en quelque sorte. Pourquoi en quelque sorte non, français tout court, bref. Donc en ce qui concerne ma découverte de l'opération d'hystérectomie, un jour j'ai une pote qui me racontait une de ses amies qui s'était faite effectivement opérer pour se faire stériliser mais que elle s'était carrément fait enlever l'utérus à visée du coup de stérilisation. Une pote qui avait à peu près mon âge, pas d'enfant, tout ça. Du coup bah forcément moi j'étais intéressée et je décide de me renseigner pour pouvoir avoir moi aussi accès à cette opération là. J'ai pas pu rentrer en contact avec la pote de ma pote qui avait subi une hystérectomie, mais en faisant des recherches sur internet, en fait, j'ai été redirigée vers un groupe Facebook dédié à la stérilisation volontaire, donc la stérilisation par choix, dont les membres postent leurs témoignages sur leur parcours d'accès à la stérilisation et aussi une liste de médecins qui sont favorables en fait à pratiquer des opérations sur les personnes qui n'ont pas eu d'enfants. Donc du coup, je suis rentrée sur ce groupe, je m'y suis inscrite et j'ai commencé à observer les témoignages en fait des personnes qui avaient fait les opérations avant moi et regarder la liste des médecins. Il y avait beaucoup de témoignages en fait de personnes qui faisaient exactement la même chose que moi, c'est-à-dire retrait de l'utérus, sans enfant, au préalable, et à peu près mon âge aussi, là j'ai 26 ans actuellement, et c'est là que j'ai découvert le médecin qui va m'opérer. Je me suis donc tournée vers ce médecin et il a eu l'amabilité de m'accorder l'enregistrement de la consultation. Je suis créatrice de contenu sur internet. Et j'aimerais documenter mon parcours d'accès à la stérilisation volontaire. Je voulais savoir si je pouvais avoir votre accord pour enregistrer cette consultation. Il n'y a pas de problème, vous pouvez. Merci beaucoup en tout cas, c'est très gentil. L'entretien s'est passé en deux parties, en fait il y a eu des questions par rapport à moi, ma santé et tout ça, et puis l'entretien en lui-même a débuté, donc ça je vais vous le laisser, c'est super intéressant. Si jamais vous êtes intéressé par cette opération et ou que vous souhaitez consulter ce chirurgien, je vais vous donner les questions qu'on m'a posées au début du rendez-vous pour que vous soyez préparés. Avez-vous déjà été opéré? Avez-vous déjà été hospitalisé pour autre chose? Avez-vous des maladies particulières? Y a-t-il des maladies particulières dans votre famille? Y a-t-il un historique de cancer du sein dans votre famille? Quelle est votre taille et votre poids? Est-ce que vous fumez? À quel âge avez-vous eu vos premières règles? Quelle est la date de vos dernières règles? Est-ce qu'elles sont régulières? Avez-vous des enfants? Avez-vous déjà été enceinte? Avez-vous déjà eu recours à une IVG? Avez-vous une contraception? Laquelle? Et ensuite, après avoir répondu à toutes ces questions, je vous laisse avec l'entretien. Eh ben, je viens vous voir parce que j'ai un projet justement de stérilisation définitive et j'ai entendu parler de vous parce qu'a priori vous n'êtes pas défavorable à la pratiquer sur des personnes nullipares. Ouais. Et du coup bah... Alors vous êtes un peu renseigné je suppose sur la stérilisation? Oui. Et je sais aussi qu'il existe d'autres types de contraception plus accessibles, mais par élimination et aussi parce que je suis très effrayée à l'idée de tomber enceinte, c'est plutôt quelque chose... Alors il y a des contraceptions qui sont efficaces. Ce qu'il faut surtout savoir à propos de la stérilisation, c'est que quelle que soit la technique, il faut considérer que c'est définitif. Oui. Donc c'est une stérilisation, c'est pas une contraception, c'est-à-dire qu'il faut partir du principe que si on fait une intervention, quelle qu'elle soit,
la conséquence, c'est que vous ne pourrez pas avoir d'enfant. Oui, j'en suis parfaitement consciente. Alors, les techniques de stérilisation à proprement parler qui s'appliquent aux filles, si ça ne vous dérange pas qu'on traite de filles, aucun problème. C'est les interventions sur les trompes, c'est-à-dire soit ce qu'on appelle la ligature de trompe, parce qu'auparavant ça se faisait avec un lien, avec un fil, et maintenant on le fait plus habituellement avec des clips. Alors le clip c'est ça, ce petit dispositif là qu'on vient clipper, qu'on vient fermer, c'est ça fermer. Voilà. On vient fermer ça sur la trompe, et donc comme la trompe qui est un tuyau est clippée, les spermatozoïdes ne peuvent plus remonter et les ovocytes ne peuvent plus descendre, ils sont contre-pris, il n'y a plus de grossesse. Ce sont des interventions qui se font par célioscopie la plupart du temps, sous anesthésie générale avec un trou dans le nombril, et on met une petite pince au-dessus du pubis pour venir appuyer les trompes. C'est une intervention qui est éventuellement réversible, en sachant, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'il faut considérer que c'est définitif, parce que le retour en arrière est difficile et ne fonctionne pas toujours. Autre possibilité, on retire la trompe. Retirer la trompe, pour vous, c'est pareil, vous êtes hospitalisé, vous restez hospitalisé quelques jours, l'intervention est un petit peu plus longue, ça c'est moi que ça concerne. Quelle est la différence entre les clips et l'ablation de la trompe? C'est que là, il n'y a pas de retour en arrière, d'une part, possible. Vous avez toujours votre utérus et vos ovaires, vous avez toujours vos règles, vous avez toujours la possibilité d'être mère porteuse, même si pour l'instant en France c'est interdit. Mais une fois que les trompes sont retirées, on ne peut pas les regreffer. L'avantage de cette technique, c'est que ça vous met à l'abri en partie du cancer de l'ovaire, parce que on s'est aperçu que le cancer de l'ovaire prend son origine assez souvent sur la trompe. D'accord. Le fait de retirer la trompe, ça vous met à l'abri un peu du cancer de l'ovaire. Ça, ce sont les interventions de stérilisation à proprement parler pour la fille. Chez le garçon, chez l'homme, il y a la vasectomie, en sachant que la vasectomie, c'est un peu différent. D'une part, ça ne fonctionne pas tout de suite, alors qu'une stérilisation tubaire, c'est-à-dire des trous, que ce soit les clips ou l'ablation de la trompe, ça fonctionne tout de suite. Vous pouvez avoir des rapports immédiatement après l'opération si vous avez envie. Si vous êtes en forme, vous n'avez plus de risque de grossesse. En revanche, sur une vasectomie, il y a encore des spermatozoïdes en aval de la ligature, donc il y a encore des risques de grossesse pendant 3 mois. Donc ça, il faut faire normalement un spermogramme au bout de 3 mois pour vérifier qu'il n'y a plus de spermatozoïdes actifs. Et puis la deuxième différence entre les interventions pour vous et la vasectomie, c'est que la vasectomie, c'est la contraception du couple que vous formez avec ce monsieur en ce moment. C'est-à-dire que si vous avez des rapports avec quelqu'un d'autre à côté, ou si vous avez des rapports dans un autre couple plus tard avec quelqu'un d'autre, vous n'avez plus de contraception. D'accord. Donc ça, c'est la vasectomie. A priori, c'est pas ce qui vous intéresse. Non. Et puis la dernière possibilité, c'est de retirer l'utérus. Ça, c'est pas une intervention de stérilisation à proprement parler, mais c'est de fait une stérilisation. C'est-à-dire que quand vous n'avez plus votre utérus, vous n'avez plus vos règles, vous n'avez plus de possibilité de grossesse, parce que la grossesse ne peut pas se loger quelque part. Donc ça, c'est une intervention un peu plus lourde, qui se fait par les voies naturelles, qui dure moins d'1 heure, mais là, il n'y a pas la possibilité que vous ayez des rapports immédiatement après l'opération, parce qu'il y a une cicatrice, il y a une suture au fond du vagin. Il faut laisser le temps pour déjà une cicatrice. Voilà les diverses techniques. Quelle technique vous intéressait? Alors moi j'ai été motivée par le retrait de l'utérus, justement, pour ne plus avoir non plus de règles. Parce que les règles sont douloureuses? Elles sont douloureuses, elles sont assez irrégulières, et c'est surtout que la douleur elle est très imprévisible. Parfois je vais pas avoir mal du tout, parfois je vais avoir moyennement mal, ça passe facilement avec des anti-inflammatoires, mais si j'en prends pas, je peux avoir assez mal pour être envoyée aux urgences. Du coup, c'est un peu un fardeau pour moi en fait. Alors,
quand on n'a plus d'utérus, qu'est-ce que ça change? On n'a plus de saignement, plus d'enfants. Oui. C'est tout. Vous continuez à avoir vos ovaires. Alors les trompes, on peut les retirer parce que les trompes pour seules ne servent à rien. En revanche, on lèche les ovaires. Bien sûr. Si vous avez encore vos ovaires, vous avez vos cycles, vous avez vos hormones. Est-ce que vous risquez d'avoir des douleurs encore? La réponse est oui. Le fait de retirer l'utérus vous retire a priori le risque de douleur pendant les règles, mais si ce sont des douleurs qui sont liées par exemple à l'endométriose, qui est en dehors de l'utérus, là on n'est pas certain que le fait de retirer l'utérus va faire disparaître. Oui. Donc ça, il faut bien le savoir. Pas de problème. Le point principal, c'est le côté définitif de l'histoire. Pour ça, il faut en être persuadé. Bien sûr. Et puis, deuxième chose, c'est le côté légal de l'histoire, puisque comme vous le savez probablement, on a une loi qui régit les stérilisations maintenant, depuis 20 ans. Les impératifs, c'est qu'il faut que vous soyez majeur, donc ça veut dire que vous êtes majeur. Oui, j'ai 25 ans. Vous ayez 4 mois de réflexion minimum. Oui. En sachant que j'ai une petite coquetterie dans ce domaine, pour les personnes qui sont très jeunes, c'est-à-dire moins de 30 ans et qui n'ont pas d'enfants, je demande à ce que le délai de réflexion soit un petit peu plus long, c'est-à-dire 6 mois, c'est-à-dire 2 mois de plus. Alors c'est vrai, c'est 50% de plus, mais ça ne fait que 2 mois. Et deuxième chose, qui est l'avis d'un psychologue et d'un psychiatre qui disent en clair, j'ai rencontré Madame, elle a toute sa tête et elle a bien compris que l'intervention était à but définitif. D'accord, un psychologue ou un psychiatre, ok. Voilà, psychologue et ou psychiatre. Dernier point, l'intervention est prise en charge par la sécurité sociale, pas complètement. Je vais vous adresser un devis. Ce devis est un devis pour 2000 €. Alors 2000 €, c'est pas le montant de ce que vous allez avoir à régler, c'est le montant de ce qu'on donne, ce qu'on propose à la mutuelle. Et ensuite, on s'adapte à la prise en charge de la mutuelle, en sachant qu'au grand maximum, si vous avez une mutuelle qui ne rembourse rien du tout, ce qui peut rester à votre charge, c'est pas 2000, c'est 500 €. D'accord, très bien. Je vais vous envoyer les documents qui tiennent à ce qu'on a évoqué, l'hystérectomie, la stérilisation, un formulaire de modèle pour le psychiatre ou le psychologue, et puis il faudra qu'on se revoie de toutes les façons une fois avant l'intervention. Donc je fais partir le délai aujourd'hui, oui, 6 mois. Vous en aviez parlé auparavant avec quelqu'un avec une gynécologue et je crois un médecin. Je sais plus si j'en ai pas parlé à mon médecin généraliste aussi. Qu'il est possible, si ces professionnels de santé sont d'accord pour le faire, pour vous faire un petit mot en disant vous avez discuté de ça il y a quelques mois, il est possible éventuellement de raccourcir le délai, puisque le délai peut commencer au moment où ils vous en ont parlé. En sachant que moi j'ai un délai technique, c'est-à-dire d'avoir une place au bloc opératoire pour ce type d'intervention. Et ça, c'est pas moi qui vais gérer ça. Je pense que pour l'instant, on est plutôt vers le mois d'août, de toutes les façons. D'accord. Au minimum, c'est ça. Très bien. Ok. Ok. J'avais une autre question aussi. Est-ce qu'il faut que je rédige une lettre attestant au bout du délai de réflexion que j'ai bien réfléchi et que je suis toujours d'accord? Il n'y a pas ça à faire. D'accord, ok. Non, ça sera fait le simple fait d'en reparler. Et il faut simplement que, entre le moment où on en a discuté pour une première fois et le moment où l'intervention est faite, il faut que le délai soit respecté. D'accord. Ok, donc ça c'est bon. Et pour la deuxième consultation, du coup, il faudra que ce soit du coup en présentiel, pas en distanciel. Alors, avec moi, pas obligatoirement, mais avec l'anesthésiste, oui. D'accord. L'anesthésiste, il faut que vous le voyez au maximum, au plus tôt, un mois avant, et au plus tard, 2 jours avant. C'est entre 2 jours et 1 mois avant l'intervention pour la consultation avec l'anesthésiste. Donc comme on n'est pas très très loin l'un de l'autre, dans le mois qui précède l'intervention, une fois que la date est prévue, vous venez, on se voit le même jour que vous voyez l'anesthésiste. D'accord, d'accord. Vous me remportez mes papiers d'information, parce que je devrais avoir tout ça dans le dossier. Ok. Donc là, pour l'instant, dans les 4 à 6 mois, si j'arrive à voir mon médecin généraliste, c'est ma mission, en gros, c'est de trouver un psychiatre qui atteste que je suis bien consciente de tout ça, d'accord. Exactement. Et
dernière chose, surtout vous évitez d'être enceinte entre les deux. J'ai eu une fois une patiente qui est revenue 3 mois après l'intervention en disant je comprends pas. Vous m'aviez dit que ça ne changeait rien du tout sur le plan hormonal, mais moi, depuis l'opération, alors c'était une ligature de trompe avec les filles, depuis l'opération, j'ai plus mes règles, j'ai les seins tendus, je suis ballonné. Test de grossesse positif. Ah. Alors la ligature de trompe n'avait aucun problème, simplement elle avait une pilule qu'elle avait oublié de prendre les derniers jours parce qu'elle s'était dit c'est pas la peine de prendre la pilule puisque je vais être opérée, et elle avait eu un rapport. Donc surtout, vous continuez à bien respecter la contraception. S'il n'y a plus de questions, on s'arrête là? Et bah pour moi tout est bon, tout est nickel. Très bien, bonne journée. Merci à vous aussi. D'ici demain matin. D'accord, super. Bah merci beaucoup pour votre patience et voilà. Eh mais attends, c'était grave efficace, wesh. Bah du coup si le son et le cadre a changé c'est parce que mon micro est tombé, ça m'a fait peur, j'ai poussé un cri et tout est parti en couille. Voilà, une femme qui essaie de contrôler ses gestes finalement. J'ai eu très peur, mon micro est tombé. J'ai beaucoup aimé cet entretien, j'ai eu plein de réponses très claires aux questions éventuelles que j'ai eues. J'ai même pas eu besoin de poser beaucoup de questions en fait parce que tout était déjà dit très clair, très bien expliqué et plutôt très bienveillant. Enfin franchement je me suis sentie plutôt en confiance en fait. J'ai passé cet entretien le 24 février 2022, ce qui a aussi lancé à cette date ma procédure de stérilisation. Il y a peut-être moyen avec l'aval de ma gynécologue que je fasse raccourcir le délai à 4 mois et ou je ne sais plus, que je le fasse partir du coup non pas du 24 février 2022 mais de la date où j'ai parlé à ma gynéco, c'était un an avant, genre c'était quelques mois avant, c'était en juin 2021. Là on est en juin 2022 donc potentiellement le délai approche de sa fin. À la fin de ce rendez-vous, le chirurgien m'avait confirmé qu'il m'enverrait par mail des documents. Donc des documents pour m'informer, pour envoyer à ma mutuelle, pour signer, bref plein de paperasse. Et on verra la paperasse dans l'épisode 2, j'espère que vous avez autant hâte que moi, c'est trop bien la paperasse. La vie d'adulte quoi. Je vous remets le lien du groupe Facebook sur la stérilisation définitive en description, c'est là que j'ai eu plein de témoignages, de réponses à mes questions et aussi la fameuse liste des médecins. J'espère que ce premier épisode, ce premier vrai épisode vous a plu et vous a intéressé. Le son, réglez le son. On se retrouve dans l'épisode suivant pour la paperasse, on a vraiment très hâte. Et sur ce, je vais m'arrêter là et vous souhaiter de passer une excellente journée. Bonsoir.